Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre, une heure de décryptage de l'actualité, une heure en compagnie de l'excellent Jean-Marie Bordry, les belles heures des matinales de Sud Radio. Vous m'aviez vraiment manqué, Stéphane, ça fait plaisir de vous retrouver. Bonjour Stéphane Simon. Bonjour Victor Lefebvre, journaliste, enquêteur à Factuel.media, entre autres. Bonjour Stéphane Simon. Bonjour également à nos invités, mais j'y reviens dans un instant. Je voulais vous annoncer le sommaire d'abord. Dans la deuxième partie de l'émission, on va parler des cigarettes de contrebande et des contrefaçons. Figurez-vous que la France est en train de devenir l'Eldorado du trafic de cigarettes. Et oui, face à l'augmentation constante du prix du paquet de cigarettes, de plus en plus de consommateurs se tournent vers le marché parallèle. Problème, ils y trouvent des cigarettes de contrebande, mais aussi de contrefaçon. Est-ce pire pour la santé ? Est-ce que le tabac tue encore plus vite quand il est contrefait? Et qui profite du trafic de cigarettes? On va vous aider à y voir plus clair dans toute cette fumée. Mais tout de suite, nous allons parler des violences possibles au lendemain des élections. La menace se précise et des pouvoirs exceptionnels du président qu'il pourrait vouloir activer. Y a-t-il un risque sérieux pour la démocratie? On va s'interroger avec nos invités. Nous accueillons Béatrice Rosen. Bonjour Béatrice. Bonjour Stéphane Simon. Vous êtes comédienne, animatrice de La Vie en Rosen. Vous vous définissez comme un esprit libre. Vous êtes particulièrement vigilante sur les questions de liberté publique depuis la crise des Gilets jaunes. Absolument. Alors, Olivier Vial est avec nous, directeur du CERU, en charge du programme de recherche sur les radicalités. Bonjour Olivier Vial. Bonjour. Et Frédéric Rouvillois également est avec nous, professeur de droit public à l'Université Paris-Cité, délégué général de la Fondation du Pont-Neuf. Je mentionne votre dernier livre, Politesse et politique, aux éditions du CERF. Bonjour Frédéric Rouvillois. Bonjour Stéphane. Alors, Olivier Vial, vous étiez venu il y a quelques semaines pour nous alerter sur des actions et des désordres possibles pendant les Jeux Olympiques. Et vous revenez parce que vous êtes inquiet de possibles violences. Mais là, vous êtes encore plus pessimiste sur les jours qui viennent. En gros, après les législatives, vous pensez qu'il y a matière à avoir une flambée de violence si les résultats ne conviennent pas à l'ultra-gauche. Précisez-nous. Oui, alors, cette fois-ci, c'est plus une menace puisque on a eu déjà cette semaine des agressions contre des militants RN menées par des militants Antifa, dont il faut rappeler que ces militants aujourd'hui font partie de l'alliance Nouveau Front Populaire. On a eu cette semaine dans la région de Grenoble des installations électriques qui ont été incendiées à plusieurs endroits, menées par des mouvements anticapitalistes qui considèrent que s'attaquer au flux, c'est-à-dire à l'électricité, à l'eau et à Internet, c'est un moyen de couper le sang du régime capitaliste. Et on a, depuis le 14 juin, un communiqué des soulèvements de la Terre qui nous dit qu'ils appellent à barrer la route au Rassemblement national, pas seulement par les urnes, mais physiquement. Et ils disent très clairement qu'il faut qu'ils augmentent leur niveau de radicalité pour cela. Ils appellent déjà, après les législatives, à bloquer les routes et certaines installations. Ils appellent effectivement à empêcher les Jeux Olympiques de se tenir. Et ils commencent à multiplier, en se disant aussi que, et ça c'est le grand jeu que fait aujourd'hui l'extrême gauche, ils surestiment la violence policière pour essayer de mobiliser leurs militants et de les mettre dans une logique de confrontation physique. Et donc, ils commencent à réfléchir à la manière de se structurer clandestinement, ils le disent très clairement, de façon à pouvoir envisager demain des actions contre des installations publiques, y compris contre des installations policières. Alors il y a quand même quelque chose de paradoxal, parce que on avait l'habitude de voir une ultra-gauche qui se réclamait de l'antifascisme, mais on dit c'était à l'époque des mouvements plutôt pacifistes. On a l'impression qu'on revient à cette extrême gauche des années 70, lorsqu'un terrorisme d'extrême gauche considérait que l'action directe était un moyen efficace d'action. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on a eu pendant, en gros, la fin des années 2000, on a eu un mouvement un peu plus calme de l'ultra-gauche, et notamment des mouvements Antifa, qui avaient commencé à disparaître. Ils reviennent de façon très forte, et ce qui s'est passé depuis, en gros, 2018, c'est que ces mouvements-là ont réussi à s'infiltrer au milieu des mouvements écologistes qui, eux, étaient jusqu'à présent plutôt non violents. Et ils ont réussi à du coup trouver une caisse de résonance militante et à les amener à être de plus en plus anticapitalistes et à être de plus en plus violents. Et on a surtout une violence qui a changé de nature. Parce qu'il y a toujours eu des affrontements dans les mouvements politiques et dans les élections, mais c'était de la violence spontanée. Là, on a une violence qui est organisée, qui est structurée et qui est théorisée. Je voudrais juste vous donner une petite phrase. C'est une phrase qui a été faite par Marc Bray, qui est un des penseurs de l'antifascisme, et qui explique
comment aujourd'hui doivent se comporter les militants. Et c'est pour ça que l'action contre les personnes est importante. Il explique qu'on ne peut pas changer les croyances de quelqu'un. Mais on peut évidemment les rendre trop coûteuses politiquement, socialement, économiquement et même parfois physiquement. Donc l'objectif, c'est de mettre une pression sur les gens pour qu'ils ne puissent pas exprimer leurs idées et qu'ils ne puissent pas les faire vivre. Ouais. Et c'est cette logique-là qui effectivement est aujourd'hui à la racine de la violence. Béatrice Rosen, ce climat, ce climat de quasi-affrontement, ça vous inquiète ? Alors, je suis très inquiète, mais là, on oublie de parler de la personne principale qui nous a mis dans cette situation. C'est Emmanuel Macron qui a décidé de cette dissolution, sachant très bien que nous étions à un moment clé, vu que les JO ont lieu dans quelques semaines. Donc, il précipite la France. Et il a dit lui-même, c'est un média qui a rapporté, qu'il avait dit qu'il avait jeté une grenade dégoupillée dans les jambes des parlementaires et qu'il fallait voir comment ils allaient s'en sortir. Donc, même lui utilise le champ lexical de la violence et des affrontements. Donc vraiment, il y a une forme d'irresponsabilité totale et à mon avis de machiavélisme parce que ça nous amène forcément à une répression forcée puisqu'on sera dans une situation apparemment ingérable et donc le peuple ne pourra même pas s'opposer au fait qui déclenche l'article 16 le cas échéant et c'est absolument effrayant, d'autant plus que si on arrive à ça, c'est qu'il n'a pas gagné les élections et donc sa légitimité serait en plus totalement affaiblie. Que dit le professeur de droit public ? Parce que là, on a l'impression que la démocratie va se retrouver enjambée, si j'ose dire. Écoutez, en tout cas, le professeur de droit public, je reprends, madame, le début de votre remarque, il constate que au soir des élections européennes, donc le 9 juin, Macron effectivement nous prend un ton solennel pour nous annoncer sa décision et va tenter de nous faire croire après qu'au fond il n'y avait pas d'autre solution que celle-ci, alors qu'en réalité c'est évidemment totalement faux. Bien sûr. Il parlait l'autre jour, je crois, à l'île de Sein, de Chianli qui se serait invité, qui aurait été provoqué, le cas échéant, par une absence de réaction suffisante. Mais il y avait 1000 réactions suffisantes, et d'ailleurs celle que on aurait pu imaginer des élections au mois de septembre, après l'été. On aurait pu tout imaginer. On aurait pu imaginer effectivement un changement de Premier ministre. On aurait pu imaginer. Il y a plein de choses, mais en tout cas pas celle-là. Ou plutôt, s'il l'a fait, c'est pour une autre raison que la raison apparemment raisonnable qu'il met en avant. C'est-à-dire que voilà, il n'aurait pas eu le choix. Ça aurait pas été responsable de faire autre chose. Alors qu'en réalité, c'est pas responsable de faire ça. Ou plutôt, c'est pas responsable, sauf si ça se rattache effectivement à une stratégie plus machiavélique. Alors, on va pas faire du complotisme, mais effectivement, le passage de l'article 12 à une situation insurrectionnelle et de là à l'article 16, à l'utilisation de l'article 16, pourquoi pas jusqu'au 10 juin 2025, ce qui permettrait à 0 heure, ce qui permettrait à ce moment-là de redissoudre l'Assemblée et de rebattre totalement les cartes. C'est peut-être ça qu'il avait derrière la tête. On n'en sait rien. Très machiavélique. On ne sait jamais rien. Alors, il y a quelque chose que vous soulignez, Olivier Vial, qui est intéressant aussi, c'est que pour la première fois, on voit des listes, en l'occurrence le Nouveau Front Populaire, qui assument d'avoir investi des personnes qui utilisent la violence politique comme un outil quotidien. C'est nouveau, ça. En fait, là, cette fois-ci, c'est effectivement totalement assumé avec des mouvements comme la Jeune Garde, qui est un mouvement antifasciste qui aujourd'hui structure ces mouvements-là dans toute la France, qui a utilisé à la fois la violence physique, qui a aussi essayé de monter ces dernières semaines des mouvements pro-Palestine dont certains de leurs membres sont aujourd'hui poursuivis pour apologie du terrorisme parce qu'ils sont allés jusqu'à soutenir le Hamas très directement. Donc on a des gens là, et effectivement là aussi on voit bien que derrière cette violence politique d'extrême gauche, on a une violence aussi qui vient s'implanter dans ce qu'on a appelé l'islamo-gauchisme et qui est très présent, puisque par exemple chez les jeunes, quand on voit la montée de l'antisémitisme avec ce qui s'est passé avec le viol antisémite à Courbevoie, c'est qu'il y a toute une partie de la jeunesse, et ça on l'a pas vu, parce que là-dessus c'est ce que les activistes américains appellent des actions under the radar, c'est qu'il y a eu une propagande lente
violente qui a touché beaucoup de jeunes pendant longtemps, notamment avec un média qui s'appelle AJ+. Oui, AJ+, qui est financé par le Qatar. Qui est totalement financé et d'ailleurs, je note qu'il ne figure à aucun moment que c'est un média d'État comme RT avait été obligé de faire, puisque c'était financé par la Russie. Ils essaient de cacher le fait qu'ils sont directement la branche jeune d'Al Jazeera. Et eux, depuis 2017 en France, ils ont aujourd'hui plus de 2 millions d'abonnés. Ils envoient des vidéos qui ont 2 objectifs. Un, mobiliser la population d'origine musulmane dans les quartiers contre la France, avec des vidéos qui sont sorties disant par exemple que le Hamas est un mouvement politique qui prône un État social et qui n'est pas antisémite du tout. Ils envoient des fake news disant que l'armée israélienne vole des corps et en fait, l'idée, c'est de créer de la haine. Donc, je crois qu'effectivement, cette violence-là qui est menée par le Qatar, qui fait qu'aujourd'hui, on a une partie de la jeunesse qui vient s'allier à des mouvements d'extrême gauche, parce que de l'autre côté, c'est ce qui est la spécificité d'AJ+, c'est qu'on a à la fois une dérive très antisémite et à la fois une vraie montée de thèmes d'extrême gauche dans ce média-là. Alors, dans ce contexte de flambée de violence possible, après les législatives, on va se demander dans un instant, avec nos invités, si le président de la République ne pourrait pas en tirer profit. Vous parliez à l'instant de l'article 16. En cas de menace, y a-t-il un scénario de confiscation du pouvoir possible par le président de la République? On en parle tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, votre rendez-vous du samedi matin pour décrypter l'actualité sur Sud Radio. Je suis toujours en compagnie de Jean-Marie Bordry, toujours, de Victor Lefebvre. Bonjour Stéphane. Et avec nous, Béatrice Rosen, créatrice de contenu Esprit Libre, Olivier Vial, directeur du CERU, en charge du programme de recherche sur les radicalités, et le professeur Frédéric Rouvillois, professeur en droit public. Merci d'être avec nous. Alors, selon plusieurs sources, si les flambées de violence apparaissent au lendemain des élections législatives, il aurait été envisagé par le président de la République d'actionner l'article 16 de la Constitution. Victor Lefebvre, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que cet article 16 que l'on découvre? Oui, donc c'est une disposition de la Constitution qui confère les pleins pouvoirs au président de la République, et il existe 2 cas de figure pour actionner l'article 16. D'abord, le premier cas de figure, une menace insurrectionnelle susceptible de remettre en cause l'intégrité du territoire, ou deuxième cas de figure, l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Ce deuxième cas pourrait être choisi par Emmanuel Macron après le 7 juillet, date du deuxième tour des élections législatives. Et il n'existerait alors plus aucun contre-pouvoir législatif à l'action du président. Cela dit, je parle sous votre contrôle, Frédéric Rouvillois. Au bout de 30 jours, les oppositions peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour faire reconnaître ou non la validité de l'article 16. Donc il y a quand même certains empêchements. Moi je demanderais au professeur, le Conseil constitutionnel, on ne peut pas dire qu'il se soit illustré par son autonomie par rapport au président. Au bout de 60 jours. Au bout de 60 jours, il se saisit lui-même pour évaluer. De toute façon, le professeur va nous dire dans un instant ce qu'il a pensé de votre présentation de... Il ne faut pas que je dise de bêtises. Et donc je termine juste en précisant qu'il a été utilisé qu'une seule fois dans la Ve République, c'était en 1961, pendant 5 mois par le général de Gaulle, après la tentative de putsch des généraux. Et je précise pour finir que le président, Emmanuel Macron en l'occurrence, ne pourrait pas en profiter pour réviser la Constitution ou pour dissoudre à nouveau le Parlement. Donc c'est une information qui avait été publiée par nos confrères d'Europe 1, qui a été démentie très vite par l'Élysée. Frédéric Rouvillois, vous voulez apporter quelques petits correctifs? Alors, petit légère correctif, nuance. mais bon, voilà, c'est très bien, cher monsieur. Mais en réalité, ça n'est pas une alternative, c'est une double condition. En fait, c'est une condition cumulative, c'est-à-dire il faut à la fois une menace grave et d'autre part, en plus, une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Donc il y a peu de chances que ça se produise dans... Mais alors justement, non. Parce que c'est ça qu'on a envie de savoir, effectivement. Voilà, le droit, le juriste sait que le droit, c'est des mots qu'on va interpréter, auxquels on va donner un sens. Et là, en l'occurrence, qui va donner le sens de ces mots? C'est le président de la République qui va pouvoir déterminer si, oui ou non, il considère qu'il y a une menace grave sur les institutions ou autre chose, et si, par ailleurs, il y a une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Dans les 2 cas, ce sont finalement des concepts assez flous. Qu'est-ce que c'est qu'une menace grave? Qu'est-ce que c'est que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics? C'est lui qui décide finalement. Et c'est ce qu'avait fait De Gaulle en 61, effectivement, à l'occasion du putsch des généraux. Mais De Gaulle a fait
alors que le putsch des généraux était en train de s'essouffler, quasiment de se terminer, et il l'a fait alors que lui-même savait très bien, et on le sait par ailleurs, qu'il n'y avait pas de menace grave. Vous êtes en train de dire que le général de Gaulle a abusé de l'article 16 ? Ah, il n'a pas seulement abusé de l'article 16, mais il a je parle de l'article 16. Mais... Ah oui, ça, il en a bien abusé. Parce que le putsch des généraux n'a duré que quelques jours. Il a duré 3 jours, ouais. Et de Gaulle donc met la chose en marche alors que le putsch des généraux est déjà quasiment terminé, et ou d'autre part, il n'y a pas d'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, sauf si on considère que à Alger, où se situe le putsch, effectivement, les pouvoirs publics sont interrompus. Mais dans le reste de la France, non. Or, le général de Gaulle, donc le putsch s'arrête au bout de 3 jours, et le général de Gaulle va prolonger l'article 16, alors qu'il n'y a plus aucune menace et qu'il n'y a plus aucun dysfonctionnement des pouvoirs publics jusqu'au mois de septembre. Ouais. Et autour de lui, donc, il y a des gens... Vous êtes en train de nous expliquer que le général de Gaulle, qui était quand même relativement intègre sur sa pratique de la Constitution... Non. Alors, est-ce que... Le général de Gaulle n'était pas intègre sur sa pratique de la Constitution. Alors, mais enfin, est-ce que vous êtes inquiète, Béatrice, par exemple, sur la tentation autoritaire que pourrait avoir notre président et de se servir de cet article 16 ? Absolument, d'autant plus que ce qui m'inquiète encore plus, c'est que l'Élysée est démenti, et en général, quand il démente quelque chose, ça augmente les probabilités que ça arrive. Je me souviens de le pass sanitaire qui ne devait jamais exister, de l'obligation vaccinale qui était inimaginable, et du QR code qui ne devait jamais revenir après la crise Covid et qu'on voit réapparaître pendant les Jeux Olympiques. Donc je suis extrêmement inquiète, d'autant plus qu'Emmanuel Macron, sous ces 7 ans de règne, nous a quand même montré un côté de lui qui aime un certain autoritarisme, même s'il est fort avec les faibles et faible avec les forts de façon générale. On voit, pour revenir à ce que disait Monsieur Vial, que par exemple les zadistes et tout ce genre de comportement n'est pas très réprimé, alors que les gilets jaunes, les agriculteurs, les non-vaccinés, etc., ont été extrêmement brutalisés. Voilà. Olivier Vial, vous pensez que c'est un scénario complotiste, cette utilisation de l'article 16 par le président de la République ? Disons qu'aujourd'hui, on est dans une période où on a l'impression que la parodie a pris la place de la réalité. Donc tout devient possible. On a l'impression que les institutions se jouent à la roulette russe, et dans le barillet du président de la République, il n'y a plus que l'article 16 et sa démission. Donc on va voir comment il fait tourner le barillet, mais effectivement ça peut être une possibilité si justement en plus il y a le prétexte qui peut arriver des Jeux Olympiques qui peut renforcer le fait de la nécessité de faire quelque chose. Donc oui, je pense que c'est plus tout à fait de la politique fiction. Je suis toujours un petit peu gêné parce Jean-Marie qu'on est quand même dans la conjecture et la supposition. Pourquoi pas ? Après tout, vous me direz, on n'a pas vu venir la dissolution, ou pourquoi pas le reste ? Mais dans ce cas-là, on pourrait aller jusqu'à pourquoi pas une guerre mondiale. Ça me paraît aller un peu vite. Mais oui, pourquoi pas d'ailleurs. Ensuite, je suis toujours un petit peu gêné, d'entendre l'argument des Jeux Olympiques. Sous-entendu, c'est pas le moment de voter, on est en France. Si les Français doivent aller aux urnes et faire valoir ce qu'ils veulent au pouvoir ou comme Assemblée nationale, si j'ose dire, les JO, on s'en fout. La priorité va d'abord aux urnes et aux élections, et ensuite on verra bien ce qui arrive. Et si ça doit perturber l'agenda du centimètre V, eh bien après tout, tant pis, qu'on ait ou pas une majorité. La vraie question, c'est est-ce qu'on aura une majorité et donc un gouvernement qui pourra reposer sur quelque chose ? Et ça, effectivement, à ce stade, personne ne peut le savoir, et on ne sait pas quelle conclusion en tirera le président. En tout cas, je vous rappelle quand même qu'hier, on a appris que Gérald Darmanin quittait le gouvernement après les élections. Ouais. Ça montre bien quand même qu'on est dans une chance d'y rester, si vous regardez les sondages, cela étant dit. Non, mais on peut craindre pour la sécurité, parce qu'un des Jeux Olympiques qui serait sans ministre de l'Intérieur, c'est quand même assez inédit, Frédéric Rouvillois. Oui, mais je me permets de revenir à l'article 16. Revenez. Tout d'abord, pour essayer de rappeler aux auditeurs que d'après l'article 16, le président, lorsque l'article 16 est déclenché, prend, nous dit le texte, les mesures nécessaires au rétablissement de... mais les mesures nécessaires, là encore, c'est lui qui en juge. C'est lui qui juge si effectivement la menace est encore là. Autrement dit, il a absolument carte blanche, si vous voulez. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il concentre entre ses mains le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Mais ça s'appelle une confiscation du pouvoir, ça quand même. Très exactement, en termes techniques, une dictature.
Au sens romain du terme, certes, c'est une dictature d'un salut public, ça vise à remettre l'État sur pied à terme, mais c'est quand même une dictature. Si c'est si facile à actionner dans cette Constitution, pourquoi personne ne l'a fait depuis De Gaulle ? Parce que, si c'est un bouton sur lequel on appuie au nom de l'interprétation qu'on se fait de ces mots, pourquoi personne n'a osé ? Enfin, je vous rappelle qu'il y a d'autres boutons encore plus effrayants sur lesquels personne n'a appuyé. Pourquoi François Mitterrand, qui par exemple n'était pas forcément à un reniement près, notamment sur le coup d'État permanent, n'a lui-même pas utilisé ça ? Pourquoi pas ? Si c'est si facile. Justement, c'est une arme lourde, si vous voulez. Donc c'est compliqué. On voulait réformer, d'ailleurs, compliqué à utiliser, notamment pour quelqu'un qui a l'ambition de se représenter à l'élection présidentielle, comme c'était le cas, par exemple, pour François Mitterrand. Et donc, il y a cette particularité qu'il faut mettre bien. Béatrice Rosen voulait répondre à Jean-Marie. Oui, c'est pas une question de facilité, c'est une question de conditions et de conjoncture. C'est-à-dire que là, s'il y a des émeutes, si c'est absolument le chaos partout, évidemment que c'est l'occasion en or qui ne s'est pas présentée avant. Quand il s'agissait d'émeutes ponctuelles, ça n'avait rien à voir avec là une situation de chaos où il n'y aurait pas de majorité, où il y a des Jeux Olympiques. Le problème n'est pas de gêner le 110 mètres haies. Le problème est dans le machiavélisme d'avoir fait cette dissolution avant ces Jeux Olympiques, alors que ça pouvait attendre septembre, puisque de toute façon l'activité parlementaire pendant l'été n'était pas nulle. Donc il n'y avait pas d'urgence à faire ça. Et évidemment qu'on veut tous que les Français puissent voter, mais dans des bonnes conditions, pas dans des conditions où des militants sont agressés et ne peuvent plus tracter, sont totalement intimidés. C'est ça qui gêne la démocratie. Même dans 2 mois. Non, alors non, justement, Olivier Vial, c'est vous qui êtes observateur des radicalités et qui ressentez cette montée en puissance des violences. Oui, alors la montée en puissance, vous avez raison, elle a commencé il y a beaucoup plus longtemps, il y a 2 ans qu'on voit une montée progressive, parce qu'elle s'est structurée. Mais on a un véritable coup d'accélérateur. Parce que cette fois-ci, elle a un débouché politique. C'est ce qui manquait jusqu'à présent. Et quand on interrogeait les spécialistes, par exemple, des renseignements territoriaux, disaient « Oui, on a des éléments radicaux sur le terrain. Oui, on a des mobiles d'action. » Ce qui leur manque, c'est un débouché politique pour que ça puisse vraiment devenir important. Et là, on a effectivement, dans les candidats du nouveau Front populaire, des gens qui ont, pendant les émeutes, soutenu les émeutiers comme étant un moyen politique aussi d'action. On a quelqu'un comme François Jarrigue, qui sur France Inter récemment disait que l'émeute politique est un moyen comme un autre de faire passer un message politique et encourager l'émeute. On a Léna Lazare qui, toujours sur cette même antenne de France Inter, dit qu'aujourd'hui, les mouvements écologistes doivent se poser la question de savoir s'il n'est pas légitime de poser des bombes. Je pense que quand on a ce discours-là, qui en plus est diffusé sur le service public de façon importante sans avoir une contradiction, il y a effectivement un faisceau d'indices qui font qu'on a des gens qui sont en train de se radicaliser et qui peuvent demain être beaucoup plus violents parce qu'ils ont cette fois-ci un débouché politique possible. Je voudrais vous remercier tous d'avoir été ce matin avec nous. Béatrice Rosen, vous pouvez retrouver Béatrice sur Maïli Média, des podcasts très intéressants. Monsieur le professeur de droit public, je rappelle votre livre paru aux éditions du Cerf, enfin si je le retrouve dans mes notes, excusez-moi, je le retrouve pas, donc... C'est politesse et politique. Voilà, politesse et politique, et j'étais sur le bord de vous faire une mauvaise politesse. Olivier Vial, à bientôt. Dans un instant, on se retrouve, on parle de cigarettes et de contrebande. À force d'augmentation, le prix des blondes et des brunes est-il devenu exorbitant au point de générer une explosion du trafic de cigarettes ? Problème, ces cigarettes ne sont pas seulement de la contrebande, c'est aussi de la contrefaçon. Y a-t-il réellement une différence de nocivité de chacune ? Comment s'organise ce trafic ? On vous dit tout sur Sud Radio dans un instant. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, votre rendez-vous du samedi matin sur Sud Radio pour regarder l'actualité à la loupe. Toujours en compagnie de Victor Lefebvre et de Jean-Marie Bordry, toujours. Et nous accueillons Philippe Alloz, le président des syndicats de buralistes d'Île-de-France. Bonjour Philippe. Bonjour. Et Daniel Brucker, chef du service prévention du commerce illicite chez un grand cigarettier, Philippe Maurice France, pour ne pas le nommer. Et nous allons parler de contrebande.
contrebande, de contrefaçon de tabac d'un trafic l'autre, alors qu'une récente commission d'enquête sénatoriale alertait sur une France submergée par le narcotrafic. Eh bien, le trafic de cigarettes bat des records. En 4 ans, ce sont plus de 2800 tonnes de tabac qui ont été saisies par la douane sur le territoire national. Une augmentation des saisies constante et spectaculaire qui fait craindre l'installation durable en France d'un nouveau marché parallèle qui entraîne dans son sillon, évidemment, des règlements de compte, des blanchiments d'argent, de la traite d'êtres humains, etc. Vous allez voir que les faussaires du tabac n'ont peur de rien pour bâtir leur empire. Victor Lefebvre, il y a eu plusieurs affaires qui arrivent en procès de contrebandiers, tout prochainement. Dans une de ces affaires, d'ailleurs, les douaniers ont même mis à jour une fabrique clandestine de cigarettes en France, sur le territoire national. Oui, il y a 2 procès qui s'ouvrent la semaine prochaine. Un qui s'ouvre lundi, donc c'est un procès au tribunal judiciaire de Bordeaux. Il s'agit d'une affaire importante de criminalité organisée avec un trafic qui a alimenté notamment les réseaux sociaux, puisque ça passe aussi beaucoup par les réseaux sociaux, et pour lequel des milliers de cartouches ainsi que plusieurs dizaines de milliers d'euros ont été saisis. Un second procès s'ouvre mardi au tribunal judiciaire de Lyon, et en décembre dernier, vous l'avez dit, une importante usine clandestine de fabrication de tabac de contrefaçon a été démantelée près de Toulouse. Les policiers ont retrouvé, tenez-vous bien, 2,2 millions de cigarettes déjà roulées, des machines, outils capables de fabriquer 1500 cigarettes par minute, des emballages pour les conditionner et du tabac polonais comme matière première. Au total, 500 kilos de marchandises. 2 hommes soupçonnés d'être les patrons de la fabrique clandestine et les organisateurs du circuit de revente ont écopé de 3 et 5 ans de prison ferme et d'une amende de près de 1 million d'euros. Alors, Daniel Brucker, tout part d'un constat. Le prix du paquet de cigarettes en France a désormais atteint entre 11 et 13 euros. Et évidemment, les buralistes ont vu leur vente baisser au profit du trafic de cigarettes. Oui, exactement. C'est un phénomène qu'on voit depuis plusieurs années. Quand on parle de consommation qui ne sort pas du réseau des buralistes, aujourd'hui, on a 40% de cette consommation de cigarettes sur le territoire national, ce qui est énorme. 40% sont des cigarettes de trafic. En tout cas, qui ne sortent pas du réseau légal des buralistes français. Ok. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Donc une augmentation considérable. Ça veut dire que vous comptez dedans aussi toutes les cartouches qui peuvent être ramenées d'un séjour à l'étranger, par exemple ? Exactement. Dans ces 40%, vous avez 5 points à peu près qui sont des achats. Relaté que de contrebande fabriquée dans une usine obscure à Bordeaux. Mais en revanche, oui, c'est pas vendu par les sur buralistes 40%, français. ça ferait 5% qui seraient des gens qui rapportent pour leurs proches des cartouches. Et puis le reste, 35%, ce serait de la contrefaçon, de la contrebande. Enfin, en tout cas. Exactement. Voilà. Donc sur ces 35%, vous avez 20% qui sont des achats au-delà des quantités autorisées à l'étranger, souvent des particuliers qui veulent tirer profit des différentiels de taxes qu'il peut y avoir avec les pays limitrophes, ce qui est vrai pour le tabac, ce qui est vrai pour l'essence, ce qui est vrai également pour les alcools et d'autres produits de grande consommation. Et puis vous avez 15 points qui sont de la contrefaçon, effectivement. Alors, évidemment, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Pour bien comprendre les choses, c'est qu'un paquet issu du trafic, quel qu'il soit, ça dépasse rarement 5 euros. C'est-à-dire plus de 2 fois moins que lorsque vous achetez dans un tabac. Parce que on ne le sait pas assez, et je me tourne vers vous, mais le prix d'un paquet de cigarettes, c'est essentiellement des taxes. Hein. Les matières premières, c'est pas grand-chose. C'est 84% de taxes sur un produit de cigarettes. Il y a un différentiel de prix, comme vous venez de le signifier. Et puis, au travers de tous ces 40% qui sortent du monopole de ce produit d'État, et ça, je voudrais juste caler que nous, buralistes, nous sommes engagés et nous normalisons, nous cadrons ce produit. À 40%, c'est là où nous intervenons sur le sujet et sur votre plateau, parce que on veut se positionner en lanceur d'alerte. Nous, on est impactés, et on parlait tout à l'heure des frontaliers, mais je représente une région de l'Île-de-France qui a des zones de flux qui sont très importantes pour nos commerces. Et on se retrouve avec une très grande difficulté, c'est qu'on voit ce commerce se dérouler dans la rue, avec un produit qui, promotionnellement, est bien sûr beaucoup plus accessible, et surtout à la main de beaucoup de populations qui sont cadrées par notre métier. Je parle des mineurs, des populations en situation précaire. Donc voilà, nous, on est lanceurs d'alarme sur ce sujet, parce que ça nous impacte. J'aimerais me tourner vers le cigarettier. Ces cigarettes que l'on trouve dans la rue, là, à la sauvette, vendues à la sauvette, est-ce qu'elles sont, pour vous, d'une qualité inférieure à ce qui est fabriqué dans les usines classiques ? Est-ce que le tabac est de moins bonne qualité ou quoi ? Est-ce que c'est plus dangereux ? Est-ce que c'est plus dangereux d'une manière ou d'une autre ?
Alors, de toute façon, il faut le dire à nos Encore auditeurs, plus dangereux. le tabac, c'est dangereux, On on aura le le temps de sait, leur dire, le ouais. tabac tue, etc., etc. Mais, c'est est-ce ce que j'allais tabac- préciser en Voilà. préambule, que la cigarette, elle est nocive, quelle qu'elle Voilà. soit pour la santé. Je pense qu'il n'y a pas de doute pour qui que ce soit, et pour nos auditeurs également. Ce qu'on voit sur les points deal, que ce soit des points deal physiques dans la rue, en région parisienne ou dans toutes les zones urbaines en province, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les épiceries, c'est essentiellement des produits de contrefaçon. Le point, c'est que les consommateurs n'ont pas forcément conscience qu'ils achètent des produits de contrefaçon. La plupart du temps, ce sont des copies de paquets duty-free et ils pensent acheter La même des chose paquets, pour moins cher. la même chose pour moins cher, les paquets qui seraient tombés du camion. Ils n'ont pas confiance qu'ils achètent des produits qui sont impropres à la consommation. On l'a dit, la cigarette, elle est nocive quoi qu'il arrive, mais une cigarette légale, elle respecte des critères de fabrication, des normes européennes en termes de ce que ça délivre, en termes de goudron, nicotine, etc. Ce qui n'est pas le cas sur ces produits contrefaits qui sont produits dans des usines clandestines où il n'y a aucune condition d'hygiène qui est respectée. J'ai vu plusieurs photos et vidéos de démantèlement d'usines où vous avez le tas de tabac qui est posé à même le sol avec une pelle pour charger la machine. Voilà. Et les douanes, quand ils font des analyses de ces produits, ils communiquent régulièrement sur les résultats. Voilà, ils disent qu'on trouve du ciment, des bouts de plastique, voire des excréments de rongeurs dans ces types de cigarettes. Donc c'est vraiment Est-ce qu'on a des exemples d'accidents? Par exemple, on parle souvent, non pas en France, mais dans d'autres pays comme en Russie, de graves accidents qui font des victimes d'alcool frelaté. Est-ce qu'on a les équivalents sur des cigarettes de contrebande ou pas? Pas à ma connaissance. Bon, c'est pas si simple. On va retrouver justement un pneumologue dans quelques instants qui nous parlera de sa perception de la nocivité. Lui, on va lui demander, on va se demander, comment s'organise aussi ce trafic qui rapporte 2 milliards d'euros de revenus au moins. Hein. Et à propos, à qui profite le crime? On vous dit tout dans un instant sur Sud Radio. Oui, t'as bien fait. Hein, oui, parce qu'il faut avoir le temps de réagir et là, on était trop court. Est-ce que M. Lotzenberg était en forme? Oui, il était assez bavard. Bon, tu as 3 questions. Hein. Oui. Il est professeur, hein, Stéphane. Tu avais mis docteur dans ton... Il a sûrement fait une thèse, donc ça marche. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre sur Sud Radio, votre rendez-vous pour regarder l'actualité à la loupe avec Jean-Marie Bordry et Victor Lefebvre. Rebonjour Stéphane. Rebonjour messieurs. Toujours avec nous Philippe Alloz, le président du syndicat des buralistes d'Île-de-France. Bonjour. Daniel Bruquel, qui est chef du service de prévention du commerce illicite chez un cigarettier. Et on parle aujourd'hui de cigarettes de contrebande et de cigarettes de contrefaçon. Il y a beaucoup de nuances, mais j'aimerais demander, et j'aimerais qu'on retrouve un pneumologue. On va demander au professeur Bertrand Dotzenberg, spécialiste en tabacologie, ce que valent ces cigarettes. Bonjour, docteur. Ces cigarettes de contrebande sont faites de tabac. Le tabac tue une personne sur 2 qui le consomme. Ouais. Et le fait qu'elle soit de contrebande, de contrefaçon ou n'importe quoi n'y change rien. Pour les cigarettes de contrebande, la moitié de la contrebande semble organisée par les cigarettiers eux-mêmes avec des vraies cigarettes. Et les contrefaçons ne représentent qu'une toute petite partie. Mais si les cigarettes n'étaient pas dangereuses, ce serait un vrai problème. Mais à partir du moment où le tabac tue la moitié des gens qui la consomment toute leur vie, la part ajoutée par le fait que ce soit de la contrebande est tout à fait nulle. Ça ne veut pas dire que je suis pour les cigarettes de contrefaçon, hein, mais de mettre une question sanitaire là-dessus est excessif. Hein, le tabac tue 75 000 personnes par an, 28 000 buralistes vendent des cigarettes à ces gens, on peut faire le calcul si on veut du rapport de l'un à l'autre, et ça c'est les cigarettiers qui inoculent aux enfants, par exemple Philippe Maurice et les autres, la dépendance tabagique chez les enfants, pour qu'ils soient obligés toute leur vie de consommer des cigarettes ou des nouveaux produits de tabac qui sont faits exprès pour rendre les gens dépendants, comme le tabac chauffé. Si je vous comprends bien, à la question, est-ce que ces cigarettes de contrebande sont plus mauvaises pour la santé que les cigarettes au tabac du coin, vous dites, vous, que c'est pareil, c'est bien ça? C'est aussi nocif, une cigarette, 50% de mort. Hein, c'est se tirer dans la tête, jouer à la roulette russe en mettant 3 balles dans le barillet sur 6. Hein. C'est déraisonnable. C'est-à-dire que c'est tellement meurtrier, la cigarette,
que les petites différences d'ajout et tout ça paraît tout à fait ridicule comme discussion, et c'est uniquement une discussion pour dire qu'il ne faut pas augmenter le prix du tabac, parce que le prix du tabac est une mesure efficace de lutte contre le tabac, et c'est sûr qu'il y a des gens qui achètent des cigarettes aux frontières et qui prennent des cigarettes dans les pays où c'est un peu moins cher. C'est-à-dire qu'ils ont le cancer du poumon, leur revient moins cher qu'aux autres, mais d'avoir un cancer du poumon pas cher, c'est vraiment pas un objectif. Il faut mieux arrêter de fumer, et tous les tabacologues sont là pour vous aider. Vous appelez Tabac Info Service, vous allez sur Doctolib, vous trouvez les tabacologues, vous arrêtez de fumer, c'est un plaisir, et continuez, c'est de la bêtise. À tous ceux qui fument dans l'heure du lever, c'est qu'ils ont perdu la liberté de fumer. L'industrie du tabac et leurs agents, les buralistes, ont pris le contrôle de leur Si je vous suis bien, c'est blanc-bonnet, bonnet blanc, le tabac tue dans tous les cas. S'il y a un préjudice, c'est juste finalement un préjudice pour l'État qui ne taxe pas ses cigarettes. Oui, les cigarettes pas chères sont un préjudice fiscal pour l'État, que ce soit de la contrebande, de la contrefaçon ou des achats transfrontaliers. Et pour les achats transfrontaliers, les buralistes sont nos alliés parce qu'ils voulaient mettre la limite à 200 cigarettes comme nous. En revanche, pour les cigarettes pas chères, ça augmente la consommation et ça fait du cancer au rabais. Et moi, je suis pour que mes patients aient un cancer pas cher. Je pense qu'il faut qu'il n'y ait pas de cancer, qu'ils arrêtent de fumer. Merci, professeur. Alors évidemment, vos déclarations ne vont pas manquer de faire réagir nos invités. Daniel Bruquel, vous vouliez rebondir sur ce qu'a dit notre pneumologue. Il y a 2 points qui ont attiré mon attention dans ce qui a été dit. Le premier, c'est sur l'efficacité de la taxe. Je pense que ça, c'est un leurre complet. Il y a eu des rapports parlementaires que vous m'avez mentionné tout à l'heure qui sont sortis, qui pointent justement l'échec de la politique de santé publique qui est basée uniquement sur la taxe. La preuve en est, c'est que nous avons les volumes de vente légales qui baissent chez les buralistes et dans le même temps, nous avons toujours autant de fumeurs en France, 15 millions de fumeurs en France aujourd'hui, ce qui est à peu près le même niveau qu'il y a 3 ou 4 ans. Oui. Sauf que la hausse des prix, elle a commencé quand ? Elle a commencé il y a 20 ans avec le plan cancer de Jacques Chirac. Et c'est un fait qu'on a moins de fumeurs en France aujourd'hui qu'on en avait il y a 20 ans. Il faut aussi le dire, il y a eu un impact là-dessus. Je le sais, j'étais ancien fumeur, je vois très bien. Je suis un ancien fumeur, pardon, je vois très bien. Qui garde son argent maintenant sur son plan épargne logement. Exactement. Il faut bien le dire. Il y a moins de fumeurs en France qu'il y a 20 ans. Mais c'est sûr, il y en a moins qu'il y a 20 ans. Et donc ça a marché ? Non, ça a marché partiellement. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à un effet de seuil. Ça a marché en partie. Oui, mais aujourd'hui, on est dans une situation où ça ne fonctionne plus. Le ministre des Comptes publics lui-même l'a reconnu il y a peu de temps en disant que la taxation est arrivée à un seuil aujourd'hui qui ne posait plus de raison. En attendant, Philippe Allos. Je voudrais intervenir un peu sur le sujet que vous abordiez et j'ai aucun prétexte à contredire M. Dosenberg. On est tous face à la maladie, tout le monde est les d'accord mêmes, là-dessus. idem. On est exactement pareil, blanc-bonnet ou bonnet blanc. Il n'y a qu'un sujet, c'est qu'il y a 20 ans, il y a un plan santé qui a été lancé. Il y a 20 ans, il y a eu des effets. Là, à ce jour, nous, en tant que le réseau qui cadre ce produit, qui permet la vente de ce produit d'État, nous, on est un phénomène de lanceur d'alerte, parce qu'on se retrouve à 40% de ce produit. Alors, je ne parle pas de taxes, de différentes choses, sauf que ce produit se retrouve dans la rue. Devant c'est-à-dire ça devient un produit illégal. Agi sur le prix, devant la difficulté qui a mis 20 ans pour arriver à faire baisser le tabagisme, si on prend les chiffres officiels, si on prend les 40% en plus, et là, la santé se retrouve dehors, elle n'est pas cadrée devant les mineurs, si et c'est une très grande difficulté, parce que là, on galvaude le phénomène fiscal, on galvaude tout. On est d'accord, mais c'est pas ça que je voulais dire. Oui, parce qu'il faut de l'argent pour traiter le cancer, pardonnez-moi. Ce que j'essayais de dire, Stéphane Simon, c'est que cet argument-là, je peux le comprendre, je peux entendre qu'on arrive au bout de la politique de la hausse des prix et que ça ne fait plus baisser. Le seul problème que ça me pose, c'est que cet argument, je l'entendais déjà au début de la hausse des prix et qu'on disait déjà que ça ne marcherait pas, ou que ça ferait de la concurrence déloyale à partir de ce moment-là. Non, mais si on fait abstraction, pardonnez-moi, si on fait abstraction des problèmes de santé, de toute manière, c'est un manque à gagner terrible pour l'État. 40% du marché qui échappe à la poche de l'État, sur lesquels il y a 84% de taxes, ça représente beaucoup, beaucoup d'argent. Ça se compte en milliards. Il y a 20 ans, à 1%. Pardon, vous disiez je dis pas de bêtises, 7 milliards le manque à gagner pour l'État. C'était le même sujet en 1% de moins ou de plus il y a 20 ans. À aujourd'hui, nous nous retrouvons avec
cette prise de marché qui est faite par un sujet illégal. Oui, qui est un Alors vrai nous, problème. en étant Alors, justement. commerçants en diversification, je rebondis sur le sujet, nous, ça nous irrite fortement. Pourquoi ? Parce que nos produits sont légaux. On doit normer, on est contrôlé. Nous sommes un cadre. J'ai grand souci, au travers de ma région, et ça je le vois, je vous l'ai dit, on en parlait dans différents articles qui sont sortis, il y avait 5 points de deal il y a 5 ans. On en est à plus de 80 en Ile-de-France. Ah oui, dites donc. Et c'est des points de deal Alors, qui sont justement. devant les mineurs, devant les populations pauvres. Ben En oui. sortie de gare, c'est une hérésie. Dans les villes moyennes aussi de Provence, maintenant, Dans- ça se développe de plus en plus. Ouais. Également. Alors justement, ce vaste trafic de cigarettes, comment il est organisé ? Est-ce qu'il finance d'autres criminalités, Daniel Bruquel ? Alors, ce qu'il faut comprendre quand on... Ça va dans quelle poche finalement cet argent ? C'est juste des petits dealers là comme ça Monsieur. de cigarettes ou Non, c'est non, organisé par des mafias on a des- chinoises, italiennes ou quoi ou qu'est-ce ? Alors, on a des mafias, mais pas chinoises ni italiennes, on a plutôt des pays d'Europe de l'Est. D'accord. Dans la manœuvre derrière ces trafics-là. Ce D'accord. qu'il faut comprendre, c'est que le business de la contrefaçon de cigarettes est extrêmement lucratif pour ces groupes-là. Mhm. S'ils se mettent dans ce business-là, c'est parce qu'il y a une rentabilité qui est extrêmement forte, il y a un potentiel qui est extrêmement fort. On parlait de 15 millions de fumeurs, c'est 7 fois plus que le nombre de fumeurs de cannabis qu'il y a en France. Mhm. C'est un potentiel qui est extrêmement important. Vous avez des prix et des taxes qui sont élevés, qui continuent à augmenter. Donc vous avez un avantage prix avec votre produit contrefait qui peut attirer un certain nombre de consommateurs. 15 millions de fumeurs potentiels, c'est une zone de chalandise qui est extrêmement large. Et vous avez également une répression sur le trafic de cigarettes qui est plus faible que celle sur le trafic de stupéfiants. 3 ans de prison pour un trafic de cigarettes, 10 pour un trafic de Ce qui stupéfiants. est logique, puisqu'il y a un produit interdit dans un cas et un produit qui est en théorie légal dans l'autre. Ouais. Tout à fait. Alors Mais- pour les buralistes justement, quelles mesures vous paraîtraient de bon sens, Philippe Alloz, pour essayer de freiner ces trafics ? Eh ben, utiliser complètement le service des buralistes, qui est justement, comme je dis D'accord, depuis mais tout à l'heure, bon, un cadre. Après, 5 ça euros passe- d'un côté, 13 euros de l'autre. Je ne suis pas entré sur le sujet du prix. Ah bah oui, mais c'est vous qui le dites. Oui, le consommateur. Est-ce que c'est la solution ? Hmm. Et on a fait 20 ans sur un plan santé qui amène à ce prix-là. Et comme on dit, c'est la juste mesure d'une balance, à savoir si la balance n'est pas en train de pencher du mauvais côté. Voilà. On a le droit de se poser toutes les questions. Bien sûr. Mais, et c'est justement ce qu'on pose. Et nous, on est quand même un métier qui se transforme. Oui. Un client sur 2 chez nous viennent pour autre chose que du tabac. On a perdu 1 million de consommateurs depuis la dernière augmentation de prix au 1er janvier. En 2 minutes, je vais dire. Hein. Et 1 million se sont évaporés. C'est inadmissible, c'est inconcevable lorsque l'on paye ce monopole et quand on paye en plus se retrouver ces flux devant nos établissements. On réagit en commerçant. On nous demande d'être effectif sur un marché cadré et d'être commerçant à se transformer. C'est anormal pour nous. Qu'est-ce qu'il en pense, le cigarettier ? Ce que j'en pense, c'est que on est dans une situation en France où on a les buralistes, comme Philippe Alloz le disait, qui se transforment, qui diversifient leur offre commerciale. On a des manufacturiers qui proposent des alternatives à la cigarette, donc qui se transforment également. Le seul acteur dans la filière qui ne se transforme pas, c'est l'État, qui continue sempiternellement à faire les mêmes choses. Le constat est que ça ne fonctionne pas, mais on continue. Il est étrange que dans une période électorale où il y a beaucoup de débats sur la société française, personne ne parle des 15 millions de fumeurs, c'est quand même un poids électoral important, à qui on n'offre pas de solution pour sortir de la cigarette. N'allez pas leur donner des idées. C'est paye ou On est là. arrête de fumer. Il n'y a pas de solution médiane. Et j'espère que le gouvernement, quel qu'il soit, qui viendra au pouvoir, prendra cette question à bras-le-corps pour En tout justement cas, apporter ces solutions. l'actualité judiciaire va sommer d'y réfléchir. Merci Daniel Bruquel, merci Philippe Alloz d'avoir été avec nous. Merci Victor Lefebvre également, Merci, Jean-Marie Bordry, Merci évidemment. à vous. Merci à nos auditeurs. Vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio. La semaine prochaine, on se retrouve samedi 10h pour une nouvelle heure libre. Tout de suite, c'est On parle auto avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. Et juste avant, tiens, on peut rappeler ce numéro. Faites-vous aider à arrêter de fumer. 3989, c'est Tabac Info Service. On rappelle évidemment que fumer tue, et ça, tout le monde était d'accord là-dessus autour de cette table. À suivre, on parle auto, l'actualité de l'automobile avec un invité de marque, c'est Gilles Leborgne, le directeur de la technologie du groupe Renault. Toutes les questions que vous souhaitez lui poser, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.